Alors je vous dis bonjour, hein, merci d'être venus aussi nombreux. Je vais vous présenter une petite étude sur la sécurité des beacons. Voilà, à ne pas confondre avec la sécurité des bitcoins, hein, comme certains ont fait remarquer tout à l'heure. Non, les beacons, hein, ce sont des petites balises qu'on dispose très souvent, notamment dans les magasins, pour vous géolocaliser dans les rayons, où vous poussez des offres spéciales, ou calculer la fréquentation aussi des salles de réunion hein, dans des bâtiments pour faire de l'optimisation. Voilà. Donc on va parler de ces technologies de proximité qui peuvent prendre différentes formes, on le verra. Il y a plusieurs technologies un petit peu concurrentes, notamment venant d'Apple et de Google pour les deux plus grandes. On parlera de la sécurité des e-beacons, donc la technologie d'Apple, et on parlera de la sécurité de Eddystone Physical Web concernant Google. Et puis une autre technologie de proximité qui s'appelle le Web Bluetooth de W3C, qui est aussi assez intéressante en termes de sécurité. Donc, je me présente, je suis Renaud Lifshitz, je suis ingénieur en sécurité français, chercheur, formateur. J'ai fait pas mal de tests d'intrusion et à l'heure actuelle, je fais toujours des audits, mais un peu plus spécifiquement sur les IoT. Voilà, je fais pas mal de recherches aussi sur toute la sécurité protocolaire, hein, sur les protocoles sans fil, et pas mal de formations. Voilà, j'ai mis toutes mes études publiques sur SpeakerDeck, donc si vous souhaitez y accéder, pas de problème. Hein. Voilà, Digital Security, donc c'est une filiale du groupe Econocom, qui s'est fondé sur l'idée qu'il y avait très peu d'acteurs spécialisés en sécurité IoT. Et donc on a monté le premier CERT européen dédié à la sécurité des objets connectés. On est toujours le seul à l'heure actuelle. On est basé à Paris et on a notre propre laboratoire. On a la chance d'avoir notre propre laboratoire dans lequel on peut ouvrir les objets, aller les dessouder. On a tout ce qu'il faut pour faire de l'analyse logique, pour aller dumper les firmware, pour faire de l'analyse radiofréquence avec des caissons faradisés, pour faire du ship-off, voilà, on a absolument tout ce qu'il faut pour faire de la sécurité IoT, et donc on se focalise beaucoup là-dessus, et on fait pas mal d'audits de solutions connectées, notamment dans le secteur domotique, mais aussi dans le secteur industriel. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on fait des études hein, sur beaucoup de technologies sans fil, puisqu'on a un CERT, et donc on se doit de faire des études de sécurité en amont pour prévenir ensuite nos clients s'il y a des choses intéressantes qui arrivent en termes de menaces. Voilà. Alors les technologies de proximité sont des technologies qui permettent de faire tout un tas de choses. Donc ça peut être dans des magasins, dans des restaurants, dans des centres commerciaux, dans des aéroports, dans des stades, dans des musées. Ça sert à vous géolocaliser en intérieur, puisque ça va être basé, on va le voir, sur du Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy, ça a des portées qui sont quand même relativement réduites hein, par rapport à du Wi-Fi. On pense notamment à des portées typiques de 50 ou 100 mètres, hein, grand maximum, mais généralement c'est plutôt 10 ou 20. Donc quand vous êtes à portée d'une balise, c'est que vous êtes dans en général les 10 ou 20 mètres autour de cette balise-là, donc ça vous permet à l'intérieur, en indoor, de vous géolocaliser précisément et de savoir typiquement quand vous passez devant un magasin ou quand vous passez même dans un rayon donné d'un magasin pour vous pousser par exemple des promotions. Donc, marketing de proximité, vous proposez des promotions, éventuellement faire du paiement sans contact. On peut coupler le paiement sans contact NFC à un autre canal, qui peut être un canal Bluetooth ou un canal Wi-Fi. Ça vous permet de proposer aussi de l'information contextuelle. Hein. Vous passez dans un musée devant un tableau, devant une sculpture. Vous avez directement une notification sur votre téléphone hein, qui vous donne une URL, par exemple, pour accéder aux informations sur l'œuvre. Voilà. Donc des informations contextuelles ou éventuellement faire du contrôle d'accès. Tout est possible. Hein. À partir du moment où vous avez une connectivité, vous pouvez prévoir ensuite un scénario d'authentification autour de cette connectivité. Voilà, alors il y a la GSMA qui a fait une petite étude de différentes technologies, hein, donc comparer un petit peu typiquement les beacons BLE qu'on voit au milieu par rapport au RFID, par rapport au QR code, par rapport au Wi-Fi ou au réseau cellulaire. En fait, en termes de fonctionnalité, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Donc ça vise à remplacer un peu le QR code, si vous voulez. C'est un peu plus pratique, il n'y a pas à viser, on peut être à plusieurs à flasher, hein, entre guillemets, sur un spot.
alors que le QR code c'est un petit peu plus compliqué, et puis il faut avoir une application installée sur son téléphone. Là, on veut être un petit peu transparent et indépendant, à la fois de l'OS de votre téléphone et aussi au niveau applicatif. Voilà. Alors on va commencer par la première technologie, qui est la technologie eBeacon d'Apple. Donc c'est une technologie propriétaire basée sur Bluetooth Low Energy. Donc Bluetooth Low Energy, c'est un Bluetooth un peu plus light que le Bluetooth classique en termes d'économie d'énergie notamment. Ça n'a rien à voir avec le Bluetooth classique, hein. C'est une refonte en fait du Bluetooth classique qui est disponible à partir de Bluetooth 4. Et eBeacon se base sur les advertisements, sur les Bluetooth advertisements, c'est-à-dire les annonces de broadcast du protocole Bluetooth. Donc sur ces annonces de broadcast, vous pouvez personnaliser le format des trames et mettre dans les annonces des trames applicatives avec une certaine sémantique. C'est ce sur quoi se base eBeacon. Dans Apple eBeacon, en fait, dans ces trames d'annonces de broadcast, vous allez envoyer un UUID, donc un identifiant unique qui est lié à la balise sur lequel vous êtes, évidemment. Si vous avez une application qui est à l'écoute de cet UUID sur votre téléphone, cette application va se déclencher, va s'ouvrir et va faire une requête sur le web pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire contextuellement par rapport à l'endroit où vous êtes ou à la balise sur laquelle vous vous situez. Donc l'idée, c'est qu'il y a une application qui est à l'écoute de cette UUID qui est broadcastée par la balise, et derrière un web service qui va vous donner du provisionnement, de l'information à l'application pour que l'application puisse interagir avec l'objet sur lequel vous vous trouvez, ou le rayon dans lequel vous êtes, ou voilà. Donc on a une sorte de hooking qui est fait au niveau applicatif, parce que les applications vont écouter et vont s'attendre à trouver certains UUID chez Apple. Côté Google, la technologie un peu équivalente s'appelle Eddystone. Cette fois-ci, c'est une technologie qui est open source, sous licence Apache 2, toujours basée sur les broadcasts BLE. Par contre, contrairement à eBeacon, il y a beaucoup plus de possibilités, puisqu'on n'a pas qu'un seul format de trame. On a 4 possibilités de format de trame. Soit les possibilités de broadcaster des UID, un peu à la Apple, soit de broadcaster des URL. Et là, ça devient intéressant, puisque ça évite d'avoir à chaque fois une application différente pour interagir avec un objet, une œuvre d'art, un arrêt de bus ou autre. Il n'y a pas à avoir à chaque fois une application. Vous pouvez directement pousser une URL qui est contextuelle à la situation dans laquelle vous êtes, sans même qu'il y ait d'application préinstallée. Donc, pousser une URL, c'est ce que Google va appeler le web physique. Le web physique, c'est on vous envoie de l'information contextuelle par rapport à là où vous êtes. Donc, Eddystone URL permet de faire du web physique derrière. Ouais. Oui, c'est propriétaire, mais l'aspect est public. Ouais. Pas le droit de faire d'implémentation. Alors que là, c'est libre d'usage complètement en termes d'implémentation. Donc pousser des URL, pousser de la télémétrie, mais la télémétrie c'est sur le beacon lui-même, c'est-à-dire pousser typiquement la capacité de batterie qui est restante pour savoir s'il faut changer les piles dans la balise, c'est une balise autonome, la température du périphérique, et puis le nombre de paquets ou l'uptime de la balise. Donc ça c'est plus des informations techniques pour Eddystone TLM. Et Eddystone EID permet de broadcaster des informations chiffrées, éphémères, donc de rajouter de la sécurité par rapport au iBeacon qui lui ne possède pas de sécurité et broadcast en clair ces informations-là. Donc on peut faire un petit peu plus de choses avec Google Eddystone. Voilà, le web physique, c'est un projet qui date de 2014, qui est mené par la team Google, qui utilise donc Eddystone, on l'a vu, qui vise à remplacer un peu l'usage du QR code, et qui permet de broadcaster typiquement une URL pour donner accès à des informations contextuelles, pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec un objet. On peut très bien vous donner une page web qui permet d'interagir ensuite en Wi-Fi, en Bluetooth avec l'objet, de le piloter. Pensez à des caméras, à des robots, à des drones, à ce que vous voulez.
Et ça vise à être standard, c'est-à-dire à ne pas nécessiter à chaque fois l'installation d'une application, ce qui est un petit peu lourd pour l'utilisateur. Voilà. Au niveau des applications qui supportent Physical Web, d'ailleurs que je vais vous inviter à installer, si vous êtes sous Android, vous pouvez installer l'application qui s'appelle Physical Web, simplement, sur le Play Store. C'est une application de Google. Ou une application qui s'appelle Nearby Notifications, mais je vous conseille d'installer Physical Web plutôt sous Android pour participer aux petites démonstrations qu'il y aura tout à l'heure. Sinon, c'est un standard qui est supporté maintenant dans Google Chrome, si vous activez l'option. Voilà. Et puis si vous voulez faire un peu de hack sur tout ce qui est beacon, il y a eu un projet Kickstarter qui était très intéressant, du Ruvitag. Pourquoi il est très intéressant? Parce que déjà c'est un petit device qui est extrêmement personnalisable, que vous pouvez mettre à jour en FOTA, donc directement en sans fil, qui supporte la programmation C et JavaScript avec Espruino. Il y a une batterie assez conséquente de 1000 mAh qui dure plusieurs mois. C'est tout petit, c'est résistant à l'eau, IP67, donc vous pouvez mettre ça dans un champ, sous terre ou autre, ce que vous voulez. Vous avez pas mal de capteurs de température, d'humidité, la pression d'air, accéléromètre, etc. Vous avez un SOC nordique. Et surtout, gros intérêt, en fait, il y a une antenne intégrée sur le PCB qui est extrêmement optimisée et qui, contrairement au Bluetooth Low Energy qui a une portée de 50 ou 100 mètres, ici vous avez une portée quasiment d'1 kilomètre avec ce type de device, y compris en ville, il y a une démonstration en ville, on a plus de 500 mètres de portée, donc ça permet vraiment de faire du broadcast avec très peu de batterie et de faire du broadcast très très loin et de toucher un maximum de monde. Donc c'est un projet intéressant. Là actuellement, donc il y a une URL qui est broadcastée en web physique sur ce petit device plusieurs fois par seconde. Donc si vous installez Physical Web sur votre téléphone Android, vous devriez recevoir cette URL-là. Une balise, ça peut prendre une autre forme. Là, vous avez une forme de montre. Donc en fait, c'est absolument pas une montre, c'est juste un tag comme un tag NFC, sauf que c'est un tag actif cette fois-ci. Il y a juste une petite batterie et qui toutes les secondes envoie une URL web physique en broadcast. Donc normalement, vous avez ces deux broadcasts en permanence dans la salle. Alors il y a beaucoup de trafic Bluetooth aujourd'hui, je m'attendais pas à ça, mais ce sont les badges qui communiquent en Bluetooth Low Energy aussi. Donc c'est très bavard, on verra ça tout à l'heure. Alors parlons un peu de sécurité maintenant et des outils. Alors comment fonctionne le protocole eBeacon? Alors les trams sont des trams de broadcast, on l'a vu, qui sont envoyés en clair. Autrement dit, il n'y a pas de sécurité particulière, puisque tout le monde peut lire ces trams-là. Qu'est-ce qui est important pour les applications? Une application Apple va être à l'écoute d'un certain UUID, donc c'est cet UUID qui est important. Et quelquefois, plusieurs applications partagent le même UUID. Donc en fait, elles se repèrent ensuite par rapport à deux autres identifiants, qui sont le major number et le minor number. Donc vous pouvez avoir typiquement sur un réseau de beacon, à chaque fois chaque balise qui a le même UUID, et selon les balises, ensuite, des major et des minor numbers qui sont différents pour arriver à savoir où est l'utilisateur dans le réseau, sachant que chacun de ces nombres-là est sur 2 octets, donc ça vous laisse 4 octets de latitude, donc 10 milliards de possibilités, ce qui est bien suffisant. Voilà, donc très facile de sniffer, de rejouer et de cloner le protocole eBeacon. À tel point que Apple, en fait, comme il n'y a pas de sécurité, décide dans son store d'applications de bannir les applications qui écoutent plusieurs UUID ou des applications qui vous permettent de changer le UUID. Autrement dit, quand vous êtes développeur, vous devez vous cantonner à un seul UUID. Vous n'avez pas le droit d'écouter les UUID des autres. Voilà. Comme le protocole n'est pas sécurisé, on met de la politique de sécurité à l'entrée dans le store. Ça, c'est la politique d'Apple. Sinon, je vous invite avec un téléphone, pour jouer un petit peu, à installer donc soit Physical Web, je vous l'ai dit, soit Nearby Notification, soit, si vous voulez jouer un peu plus encore, Beacon Toy, qui vous permettent de visualiser les beacons en temps réel, et même de les usurper. Donc on va regarder ça tout de suite. Tac. Alors, est-ce que je l'ai là ? Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien.
Là, vous avez toutes les trames de beacon qui s'affichent en temps réel. Et on voit en dessous l'adresse MAC du périphérique Black Alps 2017, notamment. Voilà. Et puis là, vous voyez une trame Eddystone avec une URL, typiquement. Voilà, avec une indication de puissance et de distance quand c'est disponible. Et vous voyez le bouton clone qui vous permet instantanément de prendre l'information et de réémettre, de rejouer ces trames de broadcast pour immédiatement cloner la balise. Et du coup, c'est en quelque sorte comme si vous partiez avec, puisque ensuite vous allez pouvoir, avec votre téléphone, faire présence de cette balise à un autre endroit et donc complètement faker la géolocalisation au niveau des applicatifs Apple, par exemple, qui s'attendent à trouver cette UID. Voilà, donc c'est extrêmement simple de sniffer. Sur un ordinateur, c'est relativement simple aussi. Vous avez des outils propriétaires comme Nordic NRF Sniffer ou simplement sous Linux avec HCI-Tool pour positionner donc votre interface en mode low energy et ensuite HCI-Dump-RO pour avoir une vue brute des beacons. Donc premièrement, je me positionne en mode low energy avec HCI-Tool et le scan. Voilà, donc là je vois les titres des beacons, donc les noms, les device names, et ensuite si je veux avoir leur contenu, un petit HCI-Dump, voilà, où j'ai le contenu, et je dois pouvoir voir à certains moments des URL qui transitent dans le contenu. Voilà, on est un peu... Voilà, par exemple ici, on voit une URL raccourcie Google dans le trafic très nombreux des badges. Voilà, alors... Qu'en est-il du spoofing? On l'a vu, Beacon Toy permet directement de cloner, donc c'est une forme de spoofing. Sinon, vous pouvez le faire manuellement, toujours avec HCI-Tool qui permet de faire à peu près tout. Et il y a même des scripts compagnons que vous pouvez trouver sur GitHub qui vous permettent directement, comme on le voit sur cette capture d'écran, d'émuler un UID donné, un major et un minor number. Donc là, c'est un script qui s'appelle launch eBeacon, voilà, qui prennent 3 arguments, UID, major number, minor number. Voilà, vous voyez les paramètres ici, et qui vous fabriquent directement une commande HCI-Tool brute pour piloter votre interface Bluetooth par HCI et lui dire de broadcaster régulièrement donc cette UID, ce major S minor number, comme une balise eBeacon classique. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de périphérique particulier pour faire du broadcast. Une simple interface Bluetooth supérieure à 4 est suffisante. Voilà, bon, ça, je viens déjà de montrer un peu le spoofing, ce que ça donnait. Je vous parle d'un projet intéressant qui est lié à ça, qui est le projet Wiki Beacon, qui est un projet communautaire qui vise à crowdsourcer toutes les informations sur les beacons que vous pouvez croiser avec votre smartphone, parce que vous vous déplacez régulièrement avec votre smartphone. Vous installez en fait une application et cette application va enregistrer en permanence non pas les antennes GSM ou les points d'accès Wi-Fi, mais les beacons avec leur position. Et cette information-là est remontée sur le site web. Et le site web vous fournit des cartes, des statistiques et des outils de recherche pour directement localiser des UID donnés sur une carte si un utilisateur l'a déjà vu. Donc c'est assez intéressant. Un projet parallèle, c'est OpenUID, qui vise aussi à recenser les UID, mais qui est déclaratif et sur lequel vous ne pouvez pas faire de recherche. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que vous voyez un peu la couverture de cette technologie-là, vous l'utilisez. À l'heure actuelle, il y a 480 000 beacons qui sont référencés sur le site, avec, on voit une certaine densité en Europe, aux États-Unis, en Asie surtout, ce qui n'est pas une grande surprise. Vous avez des statistiques par pays, donc le pays où il y a le plus de beacons sont les États-Unis, suivi par Taïwan, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et Singapour, par exemple. Bon, la Suisse est loin, a priori. La France est 13e. Les villes les plus couvertes en balise, Singapour en tout premier, suivi de Washington, et après on a la Corée du Sud, l'Australie. Voilà. Et vous pouvez rechercher, ce qui est pratique,
par UEID et par major et minor number, ce qui vous permet, quand vous faites un reverse d'une application iPhone, d'aller extraire cette UEID et d'aller voir où sont potentiellement les balises avec lesquelles votre application pourra interagir, où elles sont géographiquement. C'est relativement intéressant pour faire du reverse. Alors bien sûr, les balises, c'est de l'IoT. Donc dans l'IoT, il y a une particularité, c'est qu'on peut avoir un accès physique assez simplement, en général. Les balises sont pas très très loin et surtout on peut voir si on est proche ou non en fonction de la puissance reçue. Donc on peut trianguler, arriver à géolocaliser les balises assez simplement. Et très souvent, les balises ont soit des test points, donc des points de test comme on voit ici, sur lesquels on peut se brancher, soit un accès à la mémoire flash, donc on prend une petite pince et on peut aller dumper la mémoire flash du beacon. Il suffit d'utiliser un adaptateur spécifique et puis OpenECD, et vous récupérez voilà, la mémoire, la RAM et la flash. Et bien sûr, dans la mémoire, vous avez tous les secrets, notamment l'UID ou les clés de chiffrement ou les URL qui pourraient être diffusées et qui ne le sont pas forcément au moment où vous passez. Donc ça permet de récupérer absolument tout et du coup de cloner réellement une balise, puisqu'ensuite vous pouvez transférer ce contenu de mémoire vers une balise qui vous appartient. Alors quels sont les scénarios d'attaque sur eBeacon d'Apple ? Alors déjà, tout ce qui est spoofing vous permet de faire plusieurs choses. Faire du spoofing de localisation pour les applis iPhone. Vous pouvez faire croire à une application iPhone que vous êtes dans un certain pays, une certaine ville, dans un certain centre commercial, pour la faire se déclencher ou avoir des réductions, un certain nombre de bonus, d'intérêts, de points de fidélité ou autres. Ça a pour impact aussi d'uploader des fausses données de géolocalisation dans le cloud liées à l'application. Donc ça va, l'éditeur de l'application va avoir des fausses données, sans même donc frauder la partie GPS. Et ça a été déjà utilisé, ces profits indus, ça a été utilisé dans un jeu au CES, le Salon électronique, en 2015. Il fallait en fait passer à plusieurs endroits dans le salon avec votre application pour obtenir des lots. Donc il y a des gens qui se sont amusés à télécharger l'application, la reverser, à trouver tous les UID et les major et minor number qu'il fallait pointer, et ensuite les simuler simplement en local avec une balise à eux. Et du coup, ils pouvaient faire le tour du salon en quelques minutes, là où évidemment les joueurs honnêtes mettaient plusieurs heures à le faire. Voilà. Et ça permettait de gagner des cadeaux, donc il y a des joueurs qui ont exploité ça pour gagner des lots. CES 2015. D'autre part, ces balises eBeacon, souvent elles ont des configurations pas terribles en termes de sécurité. Déjà, on peut les mettre à jour sans fil, ce qu'on appelle du FOTA, Firmware Over the Air, en DFU très souvent. Donc c'est un mode de bootloader, un mode de démarrage qui est différent, qui permet de démarrer en mode flashage. Beaucoup, on peut les mettre à jour comme ça. Et souvent, la mise à jour requiert un mot de passe, mais un mot de passe ou un code PIN, vous doutez bien, qui est très faible. On trouve très souvent 000 ou 1, 2, 3, 4. Ça, j'ai acheté ça en Chine pour quelques euros. Donc, c'est une balise eBeacon avec un bracelet en caoutchouc. Il n'y avait aucune doc, rien du tout. Ça a été livré comme ça. Grosso modo, j'ai téléchargé juste l'application. Il m'a demandé un mot de passe de 12 caractères que je connaissais pas. Il se trouve que 12 caractères, c'était le nom du fabricant. Donc j'ai mis le nom du fabricant et le mot de passe accepté. Et du coup, j'ai pu reprogrammer donc ce petit device qui était normalement un device de démonstration qui diffusait toujours la même URL, une pub pour le produit. Et du coup, j'ai pu mettre, vous le voyez si vous avez votre téléphone avec Physical Web ou Beacon Toy, normalement, il diffuse mon profil Twitter régulièrement. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitter, voilà, grâce à cette petite balise, vous l'avez. Voilà, alors du coup, mots de passe très faibles, mots de passe par défaut qui sont rarement changés, et mots de passe aussi qui transitent en clair, puisque quand vous allez mettre à jour votre périphérique, il est envoyé en clair le mot de passe. Donc si vous attendez qu'un admin mette à jour la balise, si vous sniffez à ce moment-là, vous récupérez le mot de passe pour mettre à jour la balise et pour, à votre tour, prendre la main sur la balise, ce qui fait de l'exécution de code potentiellement, parce que vous pouvez du coup uploader un nouveau firmware avec ce que vous voulez comme code dedans.
Vous pouvez même faire de la pub pour les compétiteurs, hein, donc les sociétés, les concurrents, on va chercher le mot en français pour les concurrents de la balise. Faire du déni de service, parce que vous pouvez mettre off toutes les balises, hein, définitivement. Vous pouvez vous amuser à récolter tous les UID, soit dans les App Store, donc en téléchargeant les applications, en les reversant et en cherchant tout ce qui est UID Bluetooth, hein, donc faire du harvesting du UID, ou à travers des bases de données ouvertes. Et du coup, ensuite, faire du broadcast sur tous ces UID. Comme ça va déclencher toutes les applications iPhone des gens dans un périmètre d'1 kilomètre, par exemple, si vous avez ce genre de périphérique-là. Hein. Donc, vous récoltez un maximum d'UID d'applications et toutes les applications de gens qui ont des iPhones vont popper. Voilà, donc faire du spam, typiquement, ça reste une possibilité. Faire du tracking d'utilisateurs, on l'a vu, hein, soit par triangulation, soit savoir dans quel périmètre de balise on est. Faire de la détection de mouvement aussi, si vous mettez ça sur votre vélo, vous pouvez savoir quand est-ce que votre vélo part, quand est-ce qu'il est volé typiquement. Et sinon, donc toutes les vulnérabilités liées aux applicatifs, il est probablement possible de faire du RCE dans des applications, puisque du coup on déclenche des intents, hein, des lancements d'applications, qui elles-mêmes vont faire un appel sur un web service. Donc il est probablement possible, hein, de faire de l'exécution de code arbitraire sans interaction utilisateur dans certaines applications. Donc ça c'est intéressant, et ça a creusé, mais c'est lié à l'application. Voilà, parlons de la sécurité du web physique maintenant, plus spécifiquement, après avoir parlé d'Ibecon. Le web physique donc se base sur Eddystone URL, à ceci près que comme on est limité dans la taille des broadcasts, il va falloir compresser un peu l'URL. Donc il y a des petites techniques. Typiquement, vous n'allez pas coder le HTTP ou le 3W. Hein. Il y a 4 possibilités. Soit vous êtes en HTTP avec 3W, soit vous êtes en HTTPS avec 3W, soit vous êtes en HTTP, soit vous êtes en HTTPS sans le 3W. Et il y a déjà des codes pour tout ça. Il y a des codes aussi pour les TLD, pour éviter de coder le .com, le .fr, le .net, etc. Et sinon, le reste de l'URL est codé normalement. Mais grosso modo, il y a une sorte de compression, hein, avec certains codes qui sont déjà préétablis. Et l'URL est limitée à 17 caractères en plus de ça, pour tenir dans la trame. Vous avez les spécifications complètes, vous les retrouvez sur l'URL que je vous ai donnée. C'est un protocole qui est très très simple, du coup, hein, à implémenter. Vous l'avez dans Beacon Toy. Donc dans Beacon Toy, vous pouvez vous-même diffuser une URL de votre choix, votre profil LinkedIn, votre profil Twitter. Très simplement, vous rentrez l'URL, il va vous la coder tout seul. Et comme c'est limité à 17 caractères, il va utiliser un raccourcisseur d'URL, hein, typiquement bit.ly ou autre, pour diffuser votre URL derrière. Il le fait automatiquement, donc vous n'avez pas de préoccupation à faire sous Beacon Toy. Sinon, vous avez PyBeacon, hein, qui est livré directement par Google dans le projet Eddystone, qui vous permet de faire cette diffusion-là. C'est très très simple à utiliser. Vous mettez une URL et puis voilà. blackapps.ch. Voilà. Là, je diffuse de la pub, hein, pour le site de Black Apps, donc si pareil, hein, si vous avez Physical Web ou Nearby Locations ou Beacon Toy, vous allez voir le site de Black Alps en notification. Ça le diffuse en permanence, hein, toutes les secondes, vous avez une trame, voilà, qui signale le site. Je vais terminer l'advertisement avec -t pour stopper et pas polluer, il y a déjà suffisamment de choses. Voilà, donc quelques limitations. Chrome et Nearby Notification déjà ne supportent que l'HTTPS pour des raisons de privacy. Hein, donc il vaut mieux choisir des URL en HTTPS pour la compatibilité, pour que ça marche avec tous les téléphones et toutes les applications. En HTTP, ça marche pas toujours. Et d'autre part, vous êtes limité à 17 caractères. Pour régler ces deux limitations-là, le mieux, c'est d'utiliser un URL shortener, un bit.ly, parce que bit.ly propose du HTTPS et des URL qui sont inférieures à 17 caractères, bien souvent entre 12 et 15 caractères, donc il n'y a pas de problème. Donc ça règle toutes les limitations basiques. Donc là, je vous ai montré sur le site de Black Apps, mais vous pouvez faire de la publicité pour une banque, hein, par exemple, à proximité d'une banque, et faire du phishing physique.
hein. Vous avez du phishing par mail, mais vous pouvez très bien penser à faire du phishing physique en créant une page qui vous dit bah, aujourd'hui, passez à votre agence bancaire et percevez un chèque de 50 €. Vous le broadcastez à proximité d'une banque, sauf que là, ça va apparaître en notification sur les téléphones. Et les gens, comme ils seront près de leur banque, ça les incite plus, on va dire, à la confiance qu'un mail qui leur est pas directement ciblé. Donc, on peut faire du phishing physique, hein, réellement, de cette manière-là. Donc, vous voyez, ça apparaît sous forme de notification hein, sur Android. Vous avez Physical Web, et puis vous avez le titre de la page web et l'URL et un résumé. Vous avez le contrôle sur tout ça. Sauf que, en plus des limitations basiques, en fait, par défaut, les services de Google passent par un proxy pour des raisons de sécurité, pour qu'en fait le preview qui est là, ça soit pas votre téléphone qui le fasse, qui fasse pas de requête, autrement dit, mais c'est un proxy de Google qui va faire la requête à votre place et qui vous renvoie le preview, c'est-à-dire le titre et le résumé de la page. Hein. Tout ça pour protéger les informations à caractère personnel et pour filtrer le spam, nous dit Google. Sauf que ça filtre pas grand-chose. Enfin, j'ai testé pas mal de scénarios. A priori, ça filtre pas grand-chose. Ce qui serait intéressant, c'est de tester un peu plus agressivement ce proxy de Google en faisant du user agent cloaking, c'est-à-dire quand c'est Google qui va chercher, vous donnez un truc anodin, mais quand c'est un téléphone qui va le chercher, bah, vous donnez une payload agressive. Hein. Donc les techniques qui sont utilisées en SEO bah, marchent très bien, typiquement. Faire des redirections récursives. Alors ça dépend des proxys, mais ça marche en général assez bien. Vous pouvez faire une redirection, 2 redirections, 3 redirections derrière. Et selon aussi les web services, alors celui de Google, il supporte pas, mais vous pouvez mettre directement, non pas des pages HTML, mais d'autres types de fichiers directement, que vous voulez télécharger sur le téléphone. Voire même un APK, une application Android malicieuse, que vous pouvez du coup pousser comme ça, en Bluetooth. Donc c'est assez intéressant. Évidemment, une fois que le lien a été cliqué, l'utilisateur n'est plus du tout protégé contre le fingerprinting, puisqu'il envoie une requête HTTP dans laquelle il y a son IP, sa Mac, hein, s'il est en Wi-Fi, son user agent, son OS et son browser. Hein, donc il y a toutes ces informations-là, évidemment, elles sont décloquées hein, dès que l'utilisateur clique. Hein, on a désanonisé complètement l'utilisateur, et du coup on peut le traquer et puis éventuellement se servir d'exploits qui soient ciblés pour le browser ou pour l'OS de l'utilisateur. Hein. Voilà. Qui ne serait pas filtré par Google, puisqu'on a utilisé de user agent cloaking avant. Donc Google ne le voit pas. Autre fonction avancée de Physical Web de Google, par contre, elles ne sont pas activées par défaut. Hein, donc il faut les activer. Il y a plein de choses assez rigolotes. Alors ça mérite certainement de creuser les sujets. Hein. J'ai pas tout creusé non plus. Vous pouvez faire de la découverte de web physique à travers Wi-Fi et à travers IP, et pas seulement à travers Bluetooth. Donc typiquement, des périphériques qui n'auraient pas de Bluetooth, mais des périphériques Wi-Fi, vous pouvez aussi faire fonctionner ce type de comportement à travers des protocoles qui s'appellent MDNS et SSDP. Vous avez des protocoles de découverte en HTTP hein, qui permettent de récupérer les ressources de web physique et d'aller les interroger, donc sans avoir de Bluetooth. C'est un peu l'équivalent en IP, si vous voulez, du web physique Bluetooth qu'on vient de voir. Vous avez le Wi-Fi direct, qui permet directement d'ouvrir un port sur le beacon, un port HTTP, et de dire au périphérique, bah, viens récupérer le contenu sur tel IP, tel port. Hein, donc en mode pair à pair, hein, en Wi-Fi direct, donc pas besoin de configurer d'AP, de mot de passe, etc. On fait une connexion pair à pair en Wi-Fi pour aller chercher du contenu lourd qu'on ne pourrait pas télécharger par Bluetooth typiquement. Donc ça c'est intéressant parce que quelquefois il n'y a pas d'interaction utilisateur, donc ça permet de faire pas mal de choses intéressantes. Voilà. Et ultimement vous avez le Fat Beacon où carrément tout le contenu est envoyé en Bluetooth, hein, et pas seulement l'URL mais le contenu brut en plusieurs paquets. Et là, vous pouvez envoyer une page web complète avec des feuilles de style, du JavaScript, etc., tout en Bluetooth, et elle est chargée en mode déconnecté hein, sur le téléphone, une fois qu'elle a été téléchargée. Donc là encore, c'est relativement intéressant, puisqu'on est dans une zone de sécurité locale. Voilà, donc selon les cas, il faut tester, mais il y a des choses certainement très intéressantes, selon les implémentations, les plateformes sur lesquelles vous faites les tests. Voilà. Donc si on récapitule la sécurité d'Eddystone,
Il y a un petit peu plus de sécurité que sur eBeacon, hein. Vous avez des protocoles pour faire de la crypto notamment, hein, avec du chiffrement cyclique qui va changer l'UEID, hein, qui va nécessiter une connexion à Internet pour faire le déchiffrement et pour du coup assurer un anonymat de la balise et de l'utilisateur. Sauf qu'il faut que les beacons pensent aussi à changer leur adresse Bluetooth régulièrement. Vous avez l'UEID qui est broadcasté, mais il y a l'adresse physique Bluetooth qui est dans le header Bluetooth du dessus, qui bien évidemment doit changer aussi, sinon vous êtes capable de faire le suivi. BDA-DDR c'est l'adresse physique et l'UID c'est l'adresse logique. Donc si vous gardez le même BDA-DDR, vous savez désanonymiser le beacon ou l'utilisateur. Voilà. Et on termine sur une autre petite partie, la troisième petite partie sur ces balises, sur ce qu'on appelle le Web Bluetooth, protocole qui est peu connu, mais qui est pourtant un protocole du W3C, hein, donc relativement ouvert et diffusé, qui permet de faire des choses assez intelligentes, du type permettre à votre navigateur d'aller se connecter à vos objets connectés. Hein, que ce soit un navigateur mobile ou de bureau, votre navigateur va être capable d'ouvrir une connexion Bluetooth Low Energy vers votre périphérique, de lister les périphériques, d'ouvrir une connexion et d'aller lire ou écrire ou appeler une fonction, hein, sur votre périphérique Bluetooth Low Energy. Vous avez une API JavaScript qui est normalisée, voilà, donc ça marche à peu près dans tous les navigateurs, à la compatibilité près, puisqu'il y a surtout Chrome, hein, qui implémente bien ces fonctionnalités-là, Opera, relativement bien, et puis les browsers Android, donc le browser AOSP et Chrome pour Android, hein, surtout. Donc sur iPhone, on fonctionne pas sur Edge et Firefox non plus. Alors qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Du coup, ça nous permet donc depuis une page web d'aller scanner les périphériques BLE à proximité. Donc tous les ordinateurs maintenant portables ont du Bluetooth intégré. Donc sur un ordinateur portable, ça marchera très bien. Sur les téléphones, il y a plus de 80% des téléphones, pour ne pas dire 90%, qui ont du Bluetooth aussi intégré. Donc ça fonctionne aussi très bien depuis un périphérique type smartphone. Et donc une page web va pouvoir scanner les périphériques qui sont autour de vous et aller lire ou écrire des caractéristiques GATT. Donc les caractéristiques GATT, c'est la base de Bluetooth Low Energy. C'est une sorte d'annuaire, hein, avec une table, hein, et des données qui sont en lecture, en écriture dans cette table-là. Et ce qui est intéressant du coup avec Web Bluetooth, c'est qu'on peut étendre le périmètre des attaques IoT qui sont d'habitude limitées au périmètre radio, hein, donc quelques mètres, quelques dizaines de mètres, à potentiellement des milliers de kilomètres, puisque vous pouvez vous servir d'un relais qui est un browser par Internet, hein, qui est à 1000 km, et donc vous pouvez attaquer une smartwatch qui est à 10 000 km de vous. Hein, en passant par le browser de l'utilisateur et en demandant au browser de l'utilisateur d'aller se connecter en Bluetooth à la smartwatch de l'utilisateur qui est devant le clavier. Hein, donc vous étendez la plage de toutes les attaques IoT Bluetooth considérablement, vous êtes plus limité. Et typiquement, vous pouvez créer une page web qui va interroger la smartwatch de la victime et qui vous, par exemple, dump la liste des contacts, le répertoire de contacts qui est sur la smartwatch pour pouvoir composer le numéro de téléphone. Donc là, j'ai une smartwatch typiquement. J'ai mes contacts dessus ou mes messages textes dessus, parce que j'ai les notifications qui arrivent dessus. Donc, vous pouvez aller lire les textos ou lire le carnet d'adresse de la personne qui est sagement assise devant son browser, hein, et qui se doute pas qu'il y a une attaque Bluetooth qui a lieu et que l'attaquant, par contre, il n'est pas à 10 mètres, hein, il est à 1000 km. On peut penser sur des périphériques type santé connectée, donc si vous avez des bracelets qui prennent votre rythme cardiaque ou autre, pareil, hein, on va pouvoir avoir votre rythme cardiaque en live, ce qui est relativement intéressant pour faire de l'interaction utilisateur, voilà, notamment. Et même un site qui n'est pas conçu pour vous attaquer, en fait, vous pouvez vous en servir de relais, un site de confiance, un site institutionnel, vous pouvez l'utiliser comme relais si vous trouvez une faille XSS dedans. Parce que si vous trouvez une faille XSS dans un site, vous pouvez du coup mettre une payload JavaScript Web Bluetooth API et donc le transformer en relais pour faire une attaque. Donc même un site, entre guillemets, fiable et sérieux, hein, que vous connaissez, sur lequel vous avez autorisé le JavaScript, typiquement parce que vous avez sinon votre JavaScript blocker, hein, qui s'active, s'il y a une faille XSS dedans,
le JavaScript va permettre du coup de s'attaquer à vos périphériques Bluetooth, donc typiquement smartphone, smartwatch, petit appareil de santé connecté, votre brosse à dents, votre sextoy ou autre. Voilà. Donc le web Bluetooth permet une combinaison intéressante d'attaques à la fois logiques et physiques à distance. Donc en termes de sécurité, c'est juste voilà, nightmare. Alors on va essayer de faire une petite démo très succincte parce que c'est pas très stable encore sous Chrome. Très très basique. De cette dernière petite partie. C'est pas activé par défaut, heureusement, mais quand ça va le devenir, attention. Pas de souci. Voilà, donc je vais cliquer sur Get Bluetooth Device Info, vous voyez. J'ai Chrome qui se met à scanner les périphériques. Donc dans une page web, j'ai accès au nom des devices et aux adresses, vous voyez. Et je peux aller interroger, alors je ne sais pas s'il s'agit d'un badge ou autre, mais voilà. Je peux aller interroger le device, vous voyez, et avoir son ID. Et ensuite aller interroger les caractéristiques GAT qui sont en lecture sans appairage en principe. Donc au moins aller lire le device, voire même écrire des caractéristiques GAT qui correspondent en fait à appeler une fonction sur l'objet. Très simplement. Et au niveau JavaScript, ça reste relativement simple. En 20 ou 30 lignes, vous pouvez faire une interaction avec un périphérique Bluetooth. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. On peut prendre quelques questions. Ouais. Question. Ah. Non. Tu disais, le format iBeacon ou Edison, typiquement là, c'est donc le use case en broadcast. Tu peux aussi utiliser le format en mode pairing et dans ce cas-là chiffrer avec le chiffrement Bluetooth normal. Alors le chiffrement en Bluetooth, c'est du Bluetooth, c'est pas du BLE. Mais BLE supporte le CCM. Oui, alors, mais par défaut, en fait, tout ce qui est beacon ne fonctionne pas de manière chiffrée parce que c'est du trafic de broadcast. Ouais. Donc, je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas fait optionnellement que tu puisses chiffrer les beacons broadcastés en utilisant la même chiffrement, sauf que sans faire le pairing, tu définirais la clé en ton beacon, puis après ceux qui veulent le déchiffrer, ils ont pas la clé. Alors, il y a un mécanisme de sécurité qui est déjà prévu dans Eddystone, que je retrouve la slide où j'en parle brièvement, qui se sert d'AES EAX. Ouais, mais c'est EID où tu dois avoir voilà. l'accès avec un beacon qui est chiffré avec une clé qui tourne régulièrement. Voilà. C'est le seul dispositif de sécurité qui est prévu. Chez Apple, il n'y a rien, à part au niveau applicatif où on peut rajouter des challenges, mais par défaut, il y a rien de tout ça. Et sinon, effectivement, il n'y a que dans Eddystone EID où on a possibilité de faire un peu de sécurité, ce qui nécessite que la balise soit connectée à Internet. Donc, on ne peut pas le faire en mode déconnecté. Le EID, c'est que ton tag après il est stateful, ce qui pose d'autres problèmes. Tout à fait. D'autres questions ? Non, mais c'est plus pour terminer ça. Il n'y a pas la société Contact.io qui fait une solution comme ça, justement, où tu as le beacon qui est stateful et il faut une rotation? Oui, il y a plein de sociétés comme ça qui qui proposent des beacons et qui peuvent soit se reposer sur Eddystone pour le chiffrement, soit qui proposent leur mécanisme perso de sécurité. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on est en mode connecté, on peut chiffrer au niveau applicatif et rajouter de la sécurité sur le protocole qui est pas prévu pour faire de la sécurité. Ça nécessite d'être en mode connecté. D'autres questions ? Non, merci à vous et bon appétit.